Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Elles sont le porte-drapeau de l'expansion marocaine sur le continent. Les banques du Royaume continuent de consolider leur présence en Afrique. Les activités sur le continent se renforcent également dans les résultats des établissements bancaires marocains. Comment se portent les banques marocaines en Afrique, mais également quel est l'environnement bancaire africain dans un contexte de Covid? On voit tout ça avec notre invité du jour, Idriss Lindjé, qui est en direct avec nous depuis Yaoundé. Idriss Lindjé est le rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Bonjour Idriss Lindjé. J'ai perdu le son, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour Idriss Lindjé, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends parfaitement, Omar Baldé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, je le disais, la présence des banques marocaines sur le continent continue de faire parler d'elle. C'est une consolidation qu'on est en train d'observer ces dernières années. Vous suivez ça de très près. Comment voyez-vous aujourd'hui l'évolution de la présence bancaire marocaine sur le continent, Idriss Lindjé? Bon, il n'est pas... c'est pas un secret que de savoir que les banques marocaines, notamment pour ce qui est de l'UEMOA, sont aujourd'hui globalement le plus gros collecteur d'épargne en monnaie locale, en francs CFA, mais aussi collectivement, elles sont le plus gros distributeur de crédit. Là, je parle des groupes Attijari, BMCE, Bank of Africa, et Banque centrale populaire, quand elles sont prises ensemble collectivement, en effet, elles ont gagné un important terrain sur le marché bancaire en Afrique subsaharienne. Les progressions sont encore un peu plus faibles dans l'Afrique anglophone, notamment au Kenya ou dans les autres pays d'Afrique australe. Donc, les banques marocaines ont su créer de la valeur déjà au niveau du Maghreb, avec la Tunisie, l'Égypte pour Attijari et en Afrique subsaharienne pour les deux autres concurrents et Attijari aussi. Et aujourd'hui, on voit très bien dans les rapports financiers que la contribution des activités hors du royaume marocain a progressé ces dernières années, ce qui est plutôt une bonne chose, surtout lorsqu'on sait que le marché bancaire marocain est mature et que les opportunités de croissance au Maroc se sont resserrées au cours des 10 dernières années. Alors, Idriss Lindjé, je pense quand même que vous avez fait un excellent topo de la présence marocaine et des activités que mènent ces banquiers donc, sur le continent. Aujourd'hui, si on avait à parler d'un plus que ces banques ont apporté dans leur pays d'implantation ou globalement dans le système bancaire africain, quel serait ce plus-là, Idriss Lindjé? Bon, déjà, le plus, c'est que les banques marocaines ont permis au secteur bancaire de ne pas s'effondrer complètement parce que à une époque où l'Afrique a connu des crises substantielles et que les taux de rentabilité n'étaient plus intéressants pour des grands groupes étrangers et même on voit cela se poursuivre. Par exemple, BCP s'est renforcé en Afrique à la faveur d'un repositionnement stratégique d'un groupe français, Crédit Épargne, je crois. Ils ont repris les parts d'un groupe français. Et c'est pareil pour Attijari, qui est arrivé en Afrique sous le prisme du départ d'un groupe qui était présent sur le continent, qu'on appelait le Crédit Lyonnais. Donc déjà, ils ont permis au secteur bancaire de ne pas s'effondrer. Ils ont permis justement à la dynamique des crédits de s'accroître avec des services connexes, des services à valeur ajoutée. Et d'une certaine manière, cela a dynamisé le secteur bancaire, donné envie aux banques locales de pouvoir progresser. Parce que c'est vrai que les banques locales, c'est-à-dire les banques basées dans l'UEMOA, ont beaucoup progressé. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu cette concurrence marocaine qui a permis que les acteurs comprennent qu'ils ne peuvent pas rester sur leur laurier et qu'ils doivent pouvoir apporter de l'innovation s'ils veulent continuer de survivre. Je pense que ça, c'est le plus grand boost que ces banques ont apporté en Afrique subsaharienne.
Alors, s'agissant toujours du rôle joué par ces banques dans les économies locales de leur pays d'implantation, aujourd'hui, est-ce que ce sont des banques qui sont plus là pour financer l'économie, financer des projets ou plutôt à collecter de l'épargne? Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà, les banques marocaines ne sont pas venues en Afrique subsaharienne pour financer l'économie. Elles sont venues rechercher des nouvelles niches de croissance de revenus, hein, parce que il faut dire que l'environnement bancaire au Maroc est assez un peu serré. Vous savez, le Maroc, c'est un marché bancaire suffisamment mature. Donc, mais maintenant, le financement de l'économie se fait au moyen de deux leviers. Le premier levier est celui de la banque d'investissement. On ne retrouve pas forcément les banques marocaines dans la dynamique de l'investissement, notamment l'arrangement de la dette, les choses pareilles. Mais maintenant, on trouve les banques marocaines plus dans le financement de l'économie réelle et des projets spécifiques. Et ça, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, la présence de ces banques marocaines a permis d'avoir l'expertise d'autres entreprises marocaines qui pouvaient se déployer avec sérénité sur le continent parce qu'elles avaient un accompagnement financier adéquat. Donc, on a vu les grands groupes marocains comme le producteur de ciment, les sociétés immobilières, les entreprises du secteur de la santé se déployer pleinement en Afrique subsaharienne, je rappelle, afin de pouvoir gagner aussi des parts de marché. Donc, les banques ont joué un rôle dans la dynamisation de l'économie, en ce sens qu'elles ont soutenu une part de l'investissement marocain et continuent d'entretenir les besoins de trésorerie au niveau local pour les entreprises et même pour les États. Alors, je rappelle juste que selon une étude qui vient d'être menée par CDG Capital ici au Maroc, la part des activités à l'international, notamment de l'Afrique, dans le RNPG, c'est-à-dire le résultat net, donc les bénéfices de ces banques est d'environ aujourd'hui 40%. Si on regroupe les trois grandes banques, à savoir Attijari, Bank of Africa et donc le groupe Banque Centrale Populaire. Alors, Idriss Lindjé, se pose aussi aujourd'hui une autre question, à savoir, sachant le taux encore faible de la bancarisation en Afrique qui tourne autour de 15 à 20%. Est-ce que cette présence-là a permis, comme elle l'a facilité ici au Maroc, de relever le taux de bancarisation sur le continent, notamment dans leur pays de présence? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que finalement, la banque marocaine vient être une banque, hein, et les banques, en termes d'inclusion financière en Afrique, ont les mêmes défis, quelle que soit la nationalité marocaine, locale, je veux dire subsaharienne, ou encore française ou américaine. Les défis de l'inclusion financière sont des défis beaucoup plus globaux et il me semble que les banques marocaines ont essayé de rattraper sur le développement de certaines solutions, notamment qui sont adossées aux technologies de téléphonie mobile. Hein. Voilà, mais maintenant, elles ne sont pas les mieux positionnées dans ce secteur. Mais ce qui est sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque marocaine est parvenue aujourd'hui à collecter un maximum d'épargne. Je parle de la banque marocaine, c'est-à-dire les trois grands groupes, à collecter le plus gros volume d'épargne et est aujourd'hui le plus gros distributeur de crédit lorsqu'on agrège tous les chiffres de ces groupes-là. Et je pense qu'en ce sens, on peut effectivement dire qu'elles ont participé aux côtés des autres institutions financières à l'inclusion financière qui est recherchée par les pays d'Afrique subsaharienne. Vous avez tout à l'heure parlé de certaines innovations technologiques, notamment la mobile banking. À ce niveau, si on voit en termes d'innovation le plus apporté par ces banques, quel type de résultats on a eu jusque-là? Alors, je crois que de ce point de vue, les banques marocaines ont encore des petits défis. Je pense qu'elles se sont plus positionnées sur l'intermédiation financière et ne sont pas forcément rentrées dans les solutions
sans publicité, comme Société Générale qui a proposé directement une solution de monnaie digitale, ou des banques qui ont décidé, comme EcoBank, de rentrer pleinement dans les joint ventures avec le mobile money. Après, je pense aussi que tout dépend du modèle, hein, et du type d'acquisition que les banques marocaines elles ont faites. Je crois qu'elles s'en sortent très bien avec l'intermédiation financière. Elles réalisent de très bons résultats. La rentabilité du secteur est assez élevée pour les banques marocaines parce qu'elles maîtrisent très bien leur sujet. Elles travaillent aujourd'hui dans l'innovation, mais je ne penserai pas, hein, je veux dire, on peut encore bien examiner, mais je ne penserai pas qu'elles sont les championnes de l'inclusion via des partenaires digitaux, mais parce qu'elles donnent une qualité, enfin pas une qualité, mais elles donnent un effort substantiel pour tout ce qui concerne l'intermédiation financière. Ça marche plutôt très bien. Elles accompagnent les États dans la levée des fonds sur les marchés des capitaux. Et je pense, et puis elles font aussi de la gestion de trésorerie. Quand on regarde, par exemple, les solutions de trésorerie comme les Wafa Cash et tout le reste. Donc, du coup, c'est des solutions intégrées qui font que la banque peut être au service de plusieurs personnes. Et je crois que le digital, ça reste une bataille qu'elles mèneront peut-être avec efficacité, mais où certains autres groupes ont pris une légère avance en fait. Alors, quand vous parlez d'autres groupes, cela me pousse à vous poser une question concernant la concurrence. On sait qu'en Afrique, on a les grands groupes internationaux, non africains, et d'autres mastodontes donc africaines. Je pense notamment aux Sud-Africains, je pense aux Égyptiens, mais aussi aux Nigérians. Globalement, qui sont les concurrents des banques marocaines sur le continent? Alors, ça dépend des marchés, hein. Je pense que dans la zone UEMOA, par exemple, le leader, on l'a vu récemment en 2020, en termes de part de marché, c'était le groupe EcoBank avec ses 8 ou 9 filiales dans l'UEMOA. On ne retrouve pas beaucoup les banques égyptiennes, ou alors pas du tout, dans la zone UEMOA. En Afrique centrale, les banques marocaines ont une certaine position de leadership. Elles sont parmi les 2 premiers, si elles ne sont pas premières, prises globalement en termes de part de marché. Et la seule concurrence qu'elles peuvent avoir, c'est des groupes français comme Société Générale. Maintenant, il faut dire que la difficulté pour les banques marocaines, c'est davantage dans les pays anglo-saxons. Donc, on retrouve par exemple pas de banques marocaines fortement implantées au Ghana ou encore au Nigeria, qui sont des marchés à part. Je pense qu'on retrouve Bank of Africa au Kenya, mais elle ne joue pas les rôles les plus importants. Or, c'est sur ces marchés anglophones que les banques sud-africaines ont le plus de prééminence. D'ailleurs, c'est avec... et puis au Maghreb aussi, il faut saluer le déploiement d'Atidjari, Wafa Bank, sur des marchés comme la Tunisie ou l'Égypte, où elle a une présence forte. Et là, c'est d'ailleurs avec pertinence que Atidjari Wafa avait organisé il y a quelques années une rencontre avec, entre l'Ouest et l'Est, en ciblant sur les pays anglophones. Je pense que ça reste des marchés un peu compliqués, très concurrentiels, avec des capitaux étrangers très forts. Mais je pense que les Marocains ne se découragent pas. De toutes les façons, si la banque marocaine veut survivre, elle doit étendre ses tentacules davantage, parce que même en Afrique UEMOA ou Afrique centrale, lorsque les marchés seront matures, il faudra rechercher des nouvelles niches de croissance. Alors, ces nouvelles niches de croissance aujourd'hui dans ce contexte de Covid, globalement, Driss Lingier, j'ai envie de vous dire comment les banques africaines ou comment se porte le secteur bancaire africain aujourd'hui dans ce contexte de Covid-19? Alors, tout dépend des régulations. On a eu des... tout dépend vraiment des régulations. On pense que, selon plusieurs agences de notation, notamment Moody's, Fitch Ratings, on pense que la rentabilité des banques sera retrouvée aux alentours de 2022. Mais ça dépend maintenant des pays. On a vu des pays comme le Nigeria,
où la rentabilité des banques a été forte, mais ça c'est parce que la régulation en termes de normes prudentielles a été très assouplie. Ça veut dire que les banques n'ont pas eu besoin de faire de grosses provisions pour se protéger contre les risques de crédit. Du coup, elles ont eu plus de marge nette que dans beaucoup d'autres pays. Mais au Nigeria, il y a un problème, c'est que désormais, avec la fin de la régulation avantageuse, les encours de crédits risqués vont s'accroître et dont les rentabilités risquent de baisser fortement. Par contre, dans des marchés comme le Kenya, l'Afrique du Sud et même dans la zone UEMOA, les banques ont été obligées de provisionner les créances douteuses malgré les appuis des banques centrales et ça a fait monter le coût du risque, ce qui a érodé la rentabilité de ces banques. Mais grosso modo, on peut dire maintenant que nous, on voit ça de l'extérieur. On a par exemple vu les banques marocaines conserver une politique généreuse de dividendes, ce qui veut dire qu'elles-mêmes, en tant qu'investisseurs, elles gardent un espoir quant à la possibilité pour les choses de revenir à la normale. Et puis, on ne va pas exagérer, hein, c'est-à-dire que le Covid, on n'a pas encore son bilan économique réel, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on avait peut-être surfait l'effet Covid sur les économies et que dans beaucoup de cas, même les provisions que les banques ont faites, c'est juste la trésorerie qu'elles ont mise de côté et elles pourront réinjecter ça dans l'économie et dans le business model et pouvoir avoir plus de marge. Donc on peut s'attendre à ce que pour les prochaines années 2022, qu'on ait une rentabilité qui soit très forte et que le business reprend comme il était avant, sauf si nous avons une nouvelle pandémie, évidemment, ou sauf si nous avons des nouvelles crises sociales, comme c'est souvent le cas dans les pays d'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup Idriss Lingé pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Yaoundé, Idriss Lingé. Merci à vous Omar et un bonjour et bonne fête de mouton à tous nos auditeurs qui sont du côté du Maroc. Merci Aïd El Kabir et bonne fête de Tabaski à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.